Au Burkina Faso, il a été rapporté que le président Traoré a des intentions d'abolir les habits de seconde main. Okay? Seconde main, second hand clothes, c'est-à-dire les habits déjà portés, les habits généralement qu'on envoie en Afrique, seront interdits d'entrer au Burkina Faso. Imaginez-vous vous retrouvez dans un coin où vous avez vraiment faim. Vous avez tellement faim, vous voyez quelqu'un à côté de vous qui paraît sympathique, qui a entre ses mains de quoi manger. Des gâteaux, je sais pas, des croissants, ou peut-être des mangues. Okay? Et vous en voulez. Le monsieur remarque vos intentions et vous donne la mangue. Il en a plusieurs. Okay? Mais pour vous donner une mangue, il préfère vous donner la mangue où il a mordu. Okay? Déjà mordu la mangue, il vous donne la mangue où il a... Il vous donne. Vous voyez ça souvent chez les enfants aussi, n'est-ce pas? Enfin, on a tous vécu ça quelque part. Qu'est-ce que vous faites? Vous léchez la mangue, exactement là où il a léché et mordu, ou vous jetez la mangue, carrément par dignité. D'abord, est-ce qu'il y a la dignité quand on a faim? Enfin, quand on a faim, est-ce qu'il y a dignité? Je me demande, point d'interrogation. Certaines personnes vous diront, il n'y en a absolument pas quand on a faim, il faut accepter n'importe quoi. D'autres personnes vous diront, quoi qu'il en soit, si je suis en difficulté, mon honneur reste mon honneur. Donc je ne lécherai pas de la mangue qui a déjà été léchée par une personne que je ne connais pas, par-dessus le marché. Bon, quand c'est votre frère, autant il y a des bactéries, mais bon, les bactéries seront plus ou moins acceptables puisque ça vient de votre famille. Okay? Comparé à une personne, comparativement à, en tout cas, une personne étrangère que vous connaissez pas, vous venez à peine de rencontrer. Vous n'accepterez pas la mangue, n'est-ce pas? Vous ne mangerez pas le croissant, on a fait, n'est-ce pas? Moi, je connais une personne, il y a une personne quand j'étais plus jeune, qui n'aimait pas partager. Ok? Donc, quand moi on va partager, tout le monde mange. Lui, quand il a un pain ou un truc comme ça, qu'est-ce qu'il fait? On était petits, on était tout petits. Il prend son pain, il fait, ouais, il va cracher dessus pour que personne ne lui demande. C'est ça. C'est ça le niveau de, je me demande bien qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui parce que voilà, si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez son passé. Je suis partisan de ça. L'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Si vous vous fâchez, vous pouvez fermer la vidéo. Nous, on continue. Ok? Vous êtes là? Merci. Au Burkina Faso, il a été rapporté que le président Traoré a des intentions d'abolir les habits de seconde main. Ok? Seconde main, second hand clothes, c'est-à-dire les habits déjà portés, les habits généralement qu'on envoie en Afrique, seront interdits d'entrer au Burkina Faso. Voilà ce qui a été rapporté. Il faudrait évidemment confirmer ces informations, mais c'est ce qui a été dit. Il est très intéressant de développer ces sujets pour essayer de voir, pour comprendre ce que ça représente. C'est grand. Bravo à monsieur Traoré. Bravo, pas seulement pour ça, en tout cas, bravo pour tout ce qu'il est en train d'effectuer jusque-là. Congratulations. C'est un homme grand. 37 ans d'âge, au-delà des capacités générales des 37 ans. Généralement en Afrique, quand on devient président de la République, même pas président d'ailleurs, quand on devient associé au cercle présidentiel, on devient riche, n'est-ce pas? On veut des voitures, on veut des camions, on veut avoir des maisons, on sirote du champagne, comme le font généralement des Congolais, là, tout ça, pendant le pays par... J'ai très pitié de ce pays, là, franchement. Je sais pas si, quel honneur y a-t-il pour les Congolais à être Congolais? Ce n'est pas, je ne m'attaque pas aux Congolais, c'est la structure, c'est l'habillement, c'est la couverture qui salit même l'intérieur. C'est triste. Restons dans notre histoire. Okay? Les Congolais trouveront solution à leur pays. En effet, ce qui m'intéresse ici, c'est parce que ça fait partie des pays que j'ai visités. Okay? J'ai visité beaucoup de pays en Afrique. C'est un pays qui m'a marqué parce que j'y ai été pendant un temps. Ben voilà. Donc comme l'Afrique du Sud, comme le Rwanda, l'Ouganda, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, le Zimbabwe que j'ai fréquenté, c'est ça, c'est un sentiment, on voudrait les voir avancer et progresser. Bref, continuons notre histoire. Maintenant, on va essayer de voir ici qu'est-ce que ça représente. Quels sont les risques qui se présenteraient au cas où le Burkina Faso abolissait les habits venant des États-Unis? Alors, d'où viennent ces habits de seconde main? Okay? Ces habits, généralement, sont des habits qui sont facilités par des ONG. Okay? Les ONG, généralement, vont en Amérique, dans les maisons des particuliers, disant, écoutez, messieurs, est-ce que vous n'avez pas envie d'aider un petit Africain là-bas quelque part, qui traverse des moments très difficiles au Cameroun? Okay? C'est difficile. Il n'y a pas d'eau à boire, généralement, enfin, c'est à peine récemment que certains ont eu de l'eau à boire, qui était puisée par des puits fabriqués par des Russes. Donc voilà, c'est leur système marketing. Est-ce que vous voulez pas envoyer des habits à quelques enfants de Bafoussam? S'il vous plaît. Alors, les Américains, gentiment, oh, I want to help some African, let me help some African. Et voilà, ils prennent des habits, certains habits, ils ont chié dedans. Enfin bref, il n'a pas voulu laver ça, mais bon, il vous donne. Ah, ça va arriver à Bafoussam et à d'autres pays d'Afrique. D'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va emmener dans le marché. Et beaucoup de gens qui aiment s'habiller, qui généralement trouvent que les habits américains
sont de bonne qualité, vont au marché acheter des habits comme ça et tout le bazar. Et évidemment, ceci emmène beaucoup de risques, sanitaires d'ailleurs, et beaucoup d'autres choses. Maintenant, les pays africains voulaient depuis un temps se libérer de cette histoire. Au nom de l'honneur, déjà présentement, on veut avoir de l'honneur. C'est un peu comme si on te donnait le beignet, là on a craché tout. Tu vas manger ça même si tu as faim. Mais attendez. Non, vous n'allez pas manger. Alors, ces pays africains de l'Afrique de l'Est, par exemple, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda et d'autres pays avaient décidé de s'écarter de cette histoire, c'est-à-dire d'éliminer les habits venant d'ailleurs, les habits des ONG de seconde main, pour faciliter l'industrie textile sur place, pour aider à ce que ceux qui sont sur place leur accordent une opportunité de pouvoir se développer et d'avancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis ensemble en réunion à plusieurs reprises pour dire on va abolir, on va bannir ces habits. Je veux vous rappeler ici, les États-Unis d'Amérique qui envoient à travers des ONG des habits en Afrique, ce n'est pas pour gratuit, ce n'est pas gratuitement. Ils ne le font pas gratuitement. Contrairement à ce qu'ils disent aux Américains, ils ne le font pas gratuitement. Quand ils arrivent en Afrique, ils vendent ces habits. Des habits qu'ils reçoivent gratuitement les Américains. Donc, c'est une industrie qui fonctionne très bien pour les Américains. Ça leur apporte beaucoup d'argent. D'ailleurs, récemment, en une année, l'import a été à peu près à 200 millions de dollars, les habits de seconde main, venant des États-Unis d'Amérique. Certains pays ont refusé, y compris le Rwanda. Le Rwanda a dit, nous n'accepterons plus les habits de seconde main. Pas ici chez nous, finito. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était de promouvoir l'industrie textile sur place. OK? C'est-à-dire, quand on ferme le marché des Américains, OK, on va promouvoir ceux de chez nous. Ça va créer beaucoup de possibilités pour nos pays. Et c'était comme ça qu'ils ont commencé. Mais ils ont subi des conséquences. Quelles ont été les conséquences? Ils ont d'abord été menacés par les États-Unis d'Amérique qui a dit, si vous osez faire ça, on va vous kick out of AGOA. AGOA, c'est le système qui vous permet, c'est l'African Growth Economic Act. C'est un système qui permet à beaucoup de pays africains de pouvoir exporter ce que vous produisez. Si votre pays produit quelque chose, beaucoup de vos pays ne produisent absolument rien, à part des policiers qui tapent les gens, enfin bref, et qui ont peur de la guerre. Si votre pays produit des bananes, des patates, peu importe, vous pouvez exporter, ou peu importe quelle industrie, aux États-Unis d'Amérique, sans avoir à payer des taxes. Okay? C'est ça qu'est l'AGOA. Okay? L'AGOA a pour objectif, d'après les Américains, aider les Africains à pouvoir évoluer et à avoir un marché plus élargi. Mais en attendant, on veut aussi aider les Africains en leur important les habits de seconde main. Ou quelqu'un a chié des dents, on vous importe ça. Il ne faut pas refuser ça. Si vous osez refuser ces habits où on a chié des dents, on vous coupe d'AGOA. Je répète. Je vous emmène à Goa dans l'objectif de vous aider à avancer, à progresser, à avoir un grand marché. À Goa, c'est ça. Mais je vous emmène aussi des habits seconde main où des gens ont chié des dents pour vous. Si vous refusez ces habits, on vous balance la Goa. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que la Goa a vraiment pour objectif de nous aider ou pas? Parce qu'apparemment, la Goa est conditionnée au fait, en tout cas l'un de fait, si vous refusez nos habits, on vous chasse d'Agoa. On se pose la question. Alors, qu'est-ce qui est passé au Rwanda? Il y a eu plusieurs impacts. On va voir le Rwanda et le Zimbabwe. Ça fait partie des pays qui ont eu des impacts. L'impact positif, il y a eu croissance de l'industrie textile locale. L'interdiction visait à encourager la croissance de l'industrie textile et de l'habillement local. En réduisant l'afflux de vêtements d'occasion, les fabricants nationaux ont pu développer, créer des emplois et développer la chaîne d'approvisionnement locale. Donc, ces Africains ont pu avoir la capacité de pouvoir produire sur place et à donner des habits de qualité à leur propre population. Deuxièmement, il y a eu création d'emplois. Donc, le gouvernement espérait stimuler l'emploi, favorisant la production textile locale. Donc, la culture de coton, quand vous avez ces gens qui travaillent sur place, on crée de l'emploi. Okay? Il y a des entreprises, il y a des gens qui travaillent et aident leur famille. L'impact négatif sur la population, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont marchands, vendeurs des habits de seconde main. Hein? Je sais que vous avez déjà acheté des habits de seconde main, il ne faut pas faire semblant. Beaucoup même ont acheté des caleçons, tout ça au seconde main. Attendez, il faut reconnaître. Moi aussi, j'ai acheté quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Des caleçons de seconde main. Hein? On trouvait que c'était de bonne qualité, non? Quand on était adolescent, on se dit, bon, la fille là, elle va voir, hein, ça sera, c'est écrit USA ici. On préférait ça par rapport au calbar chinois, n'est-ce pas? C'est de la bonne qualité. Il faut pas faire semblant, hein, écoutez. C'est pas parce que vous avez appris à parler français, à fignoler comme Mélenchon qu'il faut faire semblant. C'est bon. Enfin, bref, on continue. Alors, l'impact négatif, beaucoup de marchands ont perdu leurs opportunités puisqu'ils vendaient et tout le bazar et c'était compliqué. L'impact négatif, encore à nouveau, c'était le fait que la plupart des gens qui achetaient ces habits de seconde main ne pouvaient malheureusement plus acheter des habits locaux parce que produire des habits sur le plan local, ça nécessite beaucoup plus d'implication et ça coûte cher. Ce n'est pas pour l'ouvrier, l'enfant du jardinier, tout le bazar. Alors, il y a aussi eu un problème majeur. C'était la compétition des habits venant de la Chine. La Chine vient en Afrique avec des habits produits à moins cher. Et c'est absolument difficile pour un textile, un producteur sur place qui essaie de créer un business pour pouvoir compétir avec la Chine. Les gens vont aller acheter chez les Chinois, même si c'est pas de la bonne qualité.
parce que ça coûte moins cher. Donc, les gouvernements africains ont été incapables de faire des subventions aux entreprises de textile pour leur permettre de pouvoir croître et d'avancer et de compétir. Maintenant, en ce qui concerne le Rwanda a eu des exemptions avec les États-Unis d'Amérique. Bien qu'ils aient menacé à plusieurs reprises de les chasser de l'AGOA, ils n'ont pas vraiment été chassés comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme accord. Ils ont eu des discussions et ça s'est amélioré. Contrairement à l'Ouganda, qui clairement, après avoir refusé, on leur a dit si vous osez, on vous chasse. Donc, les pays de l'Afrique de l'Est, beaucoup parmi eux, ont décidé de rester chez AGOA. Donc, de ne pas abolir ces habits. Maintenant, ce qui est important à retenir ici, c'est la notion que les chiens ne font pas des chats. Okay? Les chiens font-ils des chats? Absolument pas. Monsieur Traoré vient de la lignée de Thomas Sankara, parlant des Burkinabés. Okay? Thomas Sankara était le premier président africain à dire, écoutez, je ne veux plus de ce salaire. Je ne veux pas du salaire de président. Payez-moi en tant que capitaine, ou vous comprenez, militaire. Il était capitaine, n'est-ce pas? En tant que militaire. Payez-moi en tant que militaire, c'est le salaire que je veux. Imaginez un président africain, noir, jeune, dire payez-moi en tant que militaire, je ne veux pas du gros salaire. La majorité d'Africains qui sont à peine dans le cercle présidentiel ou gouvernemental commencent déjà à vivre comme des rois. On vous interdit de regarder. Pourquoi tu me regardes? Je peux te faire arrêter. C'est comme ça. C'est ça la mentalité des républiques bananières. Et vous comprenez pas pourquoi vous ne gagnez pas la guerre. Ce n'est pas possible. Même les anges sont en colère. Ce n'est pas possible. Le simple fait de faire partie du cercle d'influence, vous commencez à maltraiter les gens, vous commencez à piétiner les gens, vous commencez à tabasser des gens, à tuer des roulages. Il faut essayer de faire leur travail correctement. Mais pendant la guerre, vous fuyez. C'est chaud et c'est triste. Monsieur Ibrahim Traoré, à 37 ans d'âge, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, a aussi dit, je veux pas mon salaire en tant que président de la République. Payez-moi en tant que militaire, parce que je suis militaire. Je suis militaire avec un cerveau. Parce que quand vous prenez des voyous dans le quartier, il y a des pays ici qui pensent que prendre un militaire, il faut simplement chercher des jeunes qui n'ont pas d'emploi. Non, il faut sélectionner un militaire. Un homme armé sans cerveau est un danger au public. Ce sont ces gens-là qui tuent des gens pour des choses banales. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? C'est ça. Il faut méticuleusement sélectionner qui ira à l'armée parce qu'il représente la vie et la mort quelquefois, ou la protection de la nation. Et une personne instruite a des valeurs à hauteur plus élevées qu'une personne qui n'est pas instruite. En ce qui concerne la dignité, mourir pour la patrie, il a des raisons pour lesquelles il le ferait. Il donnerait sa vie pour ça. Même une personne qui ne réfléchit pas, il pense seulement à l'argent qu'il recevra. C'est l'argent qui importe. Pour lui, c'est mon commandement. Mon commandement paye pour mon estomac. Pour le reste, je m'en fous. C'est tout. Monsieur Traoré veut arrêter cette histoire. Et jusque-là, il a fait un travail excellent. À des projets de construction, des appartements, des logements pour des gens en difficulté, des projets pour subvenir aux besoins des femmes dont les maris sont partis à la guerre et sont tombés. C'est incroyable pour une personne de son âge. On dit il faut respecter les vieux parce qu'ils sont sages. C'est faux. Pas en Afrique. Ce n'est pas valide. Laissez-moi vous dire une chose, les gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après 31 ans, ils apprennent simplement à fignoler français. Hein? Voilà pourquoi, moi, quand je suis avec quelqu'un que je considère comme un égal ou un ami, et qu'il a un monsieur qui l'appelle mon vieux, je ne l'appelle pas directement mon vieux. Je ne fais pas des bêtises là comme ça. Il est ton vieux, ce n'est pas mon vieux. Hein? Pour qu'il devienne mon vieux, il doit prouver qu'il mérite d'être mon vieux. Parce que moi, je suis vieillard, tel que je suis là. Jeune, mais vieillard. Par respect, on va se parler. Ah, comment allez-vous? C'est point d'interrogation. Le vouvoiement est mutuel. Je ne joue pas à ce jeu-là stupide. Oh, c'est mon petit, tu es mon petit, parce que je ne suis pas ton petit. Tes petits sont chez vous à la maison, il faut aller les voir. Beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans. Après ça, c'est des poltrons qui parlent français. Ils ont appris quelques mots en français, une petite littérature française pour m'impressionner. Voilà, voilà. C'est ça la mentalité francolâtre d'ailleurs. Où celui qui parle d'un français un peu plus restreint donne l'impression d'être un intellectuel, machin, histoire. Mais en pratique, c'est absolument zéro. On n'a pas besoin de tout ça pour avoir un pays qui fonctionne. On n'a pas besoin d'un français extraordinaire ou des études, machin, histoire. Non, absolument pas. Regardez l'exemple de monsieur Ibrahim Traoré. C'est vrai qu'il a fait l'université, mais il y a pas de doctorat là-bas. C'est ou extraordinaire ou bac plus 75, il n'y en a pas. C'est un monsieur normal, un capitaine qui fait un travail extraordinaire. Donc c'est ça. Les impacts sont là. Le Zimbabwe a fait un travail aussi. Ils ont éliminé les habits de seconde main, mais ils ont subi des conséquences plus néfastes. Bon, on ne sait pas pourquoi il y a eu favoritisme ou préférence, peut-être disons, du Rwanda par rapport au Zimbabwe, par les Américains, ok? Parce que le Zimbabwe a vraiment subi. Ils ont été sanctionnés, ça a été chaud sur eux. Peut-être c'est parce que le Zimbabwe a rejeté les Blancs anglais à l'époque et ont retiré des terres. C'est peut-être la raison pour laquelle ils ont été durs avec eux. Mais en tout cas, les États-Unis d'Amérique, qui a promis à l'Ouganda d'être sanctionné de l'AGOA, qui a sanctionné activement le Zimbabwe, ne l'a pas fait avec le Rwanda. Point d'interrogation. En tout cas, Ibrahim Traoré, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme parfait. Ça n'existe pas. Il a ses défauts. Mais en ce qui concerne ce que vous voyez actuellement de cette personne et de sa personnalité,
le travail qu'il fait, le travail qu'il abat régulièrement. Il y a chaque jour des informations et des faits, des choses concrètes que monsieur accomplit. Des hôpitaux, des routes, des machineries pour la guerre, des drones et tout le bazar. C'est difficile à nier. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.